à la dernière table ronde de cette journée. Merci encore à tous et toutes pour votre présence et votre participation. Donc, nous sommes sur la troisième partie de cette table ronde sur la participation en fait, du public autour de la question du cinéma au musée. Comment on fait pour faire participer le public au musée autour de cette question du cinéma, comment on peut mettre en place des dispositifs, des choses comme ça, et quelles retombées ça va avoir à la fois pour le public et puis pour le musée en lui-même. Donc on est accompagné de Stéphanie Louis, vous la connaissez déjà. Elle a brillamment introduit notre journée d'études tout à l'heure et elle nous suit depuis presque le début du projet. Qui est docteur en histoire contemporaine à l'École des Chartes, co-directrice du prochain numéro de la revue Culture et Musée, autour des questions de muséologie et cinéma, les perspectives contemporaines, qui est publié en 2023. Si je ne dis pas de bêtises, récemment vous avez fait le Cinex Lab, c'était le 13 et 14, c'est ça, la semaine dernière, donc autour de l'exposition du cinéma. Elle questionne le rôle du cinéma de fiction et du cinéma documentaire dans la démocratisation culturelle du musée et donc leurs impacts respectifs, comme je vous le disais. Malheureusement, Claudine Bissonnet, qui devait intervenir aujourd'hui, ne sera pas présente. On présentera en fait son travail juste après l'intervention de Stéphanie Louis. Donc Claudine Bissonnet est déléguée régionale du dispositif Passeurs d'images en Île-de-France, qui est un dispositif hors temps scolaire de présentation d'éducation à l'image, qui se fixe sur 3 axes que je présenterai tout à l'heure, et on présentera donc des ateliers qu'elle a co-animés avec Benoît Labourdie, qui est là pour d'être, autour d'un atelier de création de court-métrage au Musée de l'Homme en 2017. Enfin, avec nous, Nathalie Desmarais, qui est artiste, vidéaste et plasticienne, qui présentera l'importance en fait, de la participation et de la co-construction dans la question de la démocratisation culturelle à travers un retour sur ses expériences, notamment des ateliers qui ont été menés au MUSEM et qui ont donné lieu à une étude d'ailleurs par Stéphanie Louis autour de food, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Donc des films pour nourrir le débat patrimonial. Donc voilà. Je vous laisse vous présenter peut-être un petit peu plus en détail si vous avez des choses à rajouter. Sinon, on y va. Merci à vous. Alors, c'est vrai que je me suis retrouvée un petit peu désarçonnée par l'intitulé de la table ronde. Je ne suis pas du tout spécialiste de la question de l'inclusion et de la participation des publics. Néanmoins, lors de nos discussions, vous avez trouvé que je pouvais avoir des choses à dire sur le sujet. Et finalement, qu'est-ce que je peux apporter par rapport à ça, puisque moi, ces notions de participation et d'inclusion, elles me gênent un petit peu dans le sens où, pour moi, elles ne semblent pas s'appliquer aux périodes dont je suis spécialiste en tant qu'historienne. Donc finalement, en les appliquant à des objets d'études, j'ai peur de faire un anachronisme. Donc je me suis dit, je peux peut-être essayer d'apporter des éléments sur la manière dont l'équation film, visiteur, musée a pu se mettre en place jusqu'à aboutir à ces problématiques de participation et d'inclusion des publics. Et finalement, ce qui m'a semblé important comme pièce dans le puzzle à insérer, c'est la question de l'éducation du public par le film au musée. Parce qu'en fait, ce détour par l'éducation nous permet aussi de renouer avec toute une tradition d'utilisation du cinéma pédagogique. Et dans le cadre du musée, ça va venir justement expliciter les autres objets exposés. Alors, pour une œuvre d'art, ce n'est pas forcément évident, notamment quand on a le paradigme malassien dans la tête d'une œuvre d'art qui touche et pas besoin de médiation. Mais pour d'autres types de musées, notamment le musée de la technique, le film va être extrêmement utile. Et donc cette utilisation des films à des fins didactiques, à des buts de démonstration, elle est ancienne dans les musées et elle remonte aux années 20 notamment,
avec des films qui vont être proposés en contrepoint à des circuits muséales. C'est par exemple le cas lors de l'ouverture du circuit permanent du Conservatoire des Arts et Métiers en 1927, où un film, dont je peux faire toute une critique sur la véracité des faits qu'il présente, en tout cas le film L'histoire du cinéma par le cinéma, est proposé par l'historien Raoul Grimand-Sanson pour expliquer le fonctionnement des appareils qui sont statiques et non manipulables et qui sont installés à côté. Et justement, ces films montrent des manipulations d'appareils et surtout les effets optiques qu'ils vont produire et permettent de comprendre complètement la manière dont fonctionnent ces objets. Donc il y a aussi d'autres contextes de musées où ces films vont intervenir assez tôt, dès les années 30, par exemple les musées ethnographiques, où là, par exemple, il y a des documentaires, des films de voyage, des grands reportages, qui vont donner, et là je cite ce que j'ai pu lire dans la revue Muséum, un numéro qui était paru en 1948, ces films qui vont donner une idée générale de la vie, de la science, de l'art du temps, et aussi de la diversité des peuples et des cultures, et des coutumes. Donc, par exemple, dès les années 30, on avait ces films projetés au musée de l'Homme. Plus tard, dans les années 40, on va avoir des débats autour de la présence des films sur l'art dans les musées d'art. Et ça, c'est des débats qui vont prendre place dans des revues internationales, comme Muséum, toujours. Et dans ce même numéro de 1948, on peut lire que cet usage des films sur l'art tend à amener les spectateurs encore incultes à cet égard à percevoir la nature visuelle de l'expérience artistique. Et ils exerceront sans aucun doute une action féconde sur la formation de la sensibilité visuelle du public non initié. Vous voyez, il y a vraiment l'idée de pouvoir amener le public vers les œuvres. Parallèlement à ça, les musées vont proposer toute une programmation qui ne relève pas du film documentaire sur l'art, mais qui relève bien des films artistiques. Et ça, on peut le mettre directement en lien sur la même période avec l'émergence de la cinéphilie, puisque les films qui vont être programmés sont ceux qui vont commencer à être inscrits dans les histoires de l'art cinématographique. Donc on va voir des films abstraits, surréalistes, autrement dit des films de Richter, de Léger, de Buñuel, projetés dans les auditoriums de musées d'art. Par exemple, aux États-Unis, le Museum of Modern Art de New York, et qui fait partie d'un autre réseau d'archives et de musées, qui est celui des cinémathèques, c'est une des premières grandes cinémathèques dans le monde, va même mettre en place un système de prêt pour faire circuler les programmes de films dans nos musées. Et parmi les musées où circulent ces films, ils sont aussi bien du documentaire que de la fiction, des films d'avant-garde que des films plus grand public, entre guillemets, si on emploie une terminologie contemporaine. On va trouver le American Museum of Natural History ou d'autres musées qui n'ont rien à voir avec l'art. Vous voyez, les frontières sont poreuses. Cependant, vers les années 60, j'ai le sentiment qu'il y a une sorte de restriction au documentaire qui se met en place dans le cadre de la communauté internationale, puisque j'en ai trouvé des traces au niveau de l'UNESCO et notamment d'une enquête qui est lancée au début des années 60 pour recenser les salles de projection et les cinémathèques de films artistiques et culturels à travers le monde. Et donc, il y a une enquête qui va être envoyée dans 4000 musées, dans 115 pays, avec pour l'objectif de promouvoir la diffusion des films à vocation documentaire dans la sphère muséale, en partant du constat qu'ils ne touchent personne dans les salles commerciales, ou qu'en tout cas, ils touchent une part du public infime par rapport à celle qui pourrait intéresser normalement. Donc là, on pourrait dire que c'est peut-être un moment où on va éjecter peut-être la fiction au profit de la non-fiction dans le cadre du musée. Mais là, c'est une hypothèse.
cette enquête, c'est de voir aussi toutes les difficultés dont les musées font part sur l'organisation concrète d'une projection dans leur lieu. C'est-à-dire avoir des copies de films, puisque à l'époque, c'est pas du tout du numérique. Même voir la diversité des équipements. Vous avez à la fois du 16 mm, du 35 mm, et en 1962, il y a encore des musées en France qui projettent du 35 mm muet. Le sonore date des années 30. Donc, vous voyez, il y a quand même une série de questions techniques qui se posent autour de cette présence et cette possibilité de montrer du cinéma dans les musées. Voilà, ces difficultés d'accès au film, elles peuvent peut-être aussi expliquer des logiques partenariales qui vont se mettre en place, notamment avec des festivals, d'autres types d'organisations culturelles qui, eux, vont pouvoir amener des films pour les mettre au musée. Et là, j'en arrive à quelque chose qui va directement plus toucher les questions de participation, puisque, en fait, des sociétés savantes, en parallèle des programmations institutionnelles qui émanent vraiment des musées, vont investir les auditoriums de projection des musées. Et ça, on en trouve également la trace dès les années 30-40 aux États-Unis. Par exemple, le San Francisco Museum of Art va accueillir les programmes du Ciné-Club Art in Cinema, où on voit encore des sociétés savantes qui vont proposer des projections de films, des séances de films ethnographiques au Musée de l'Homme, par exemple. Et voilà en gros pour les éléments historiques. Ce qu'on peut noter, enfin des derniers petits éléments que je voulais dire avant de laisser la parole à Nathalie, c'est que dans le contexte français, évidemment, l'inauguration d'un lieu comme le Centre Pompidou a certainement eu un effet d'entraînement sur ce qui pouvait être proposé dans le cadre du musée, vu en tant qu'un forum, une agora, un espace où les pratiques sont diverses et circulantes les unes entre les autres, puisque là, on a un espace ouvert à la fin des années 70 qui inscrit la salle de cinéma dans le bâtiment du musée et la projection comme une activité régulière, courante, inscrite au programme. Ce qu'on a vu aussi dans les années 90, c'est des grands festivals, notamment le festival de ciné-mémoire, festival de films restaurés, qui ont investi les musées comme espace de projection et d'événementialisation de la projection cinématographique dans un contexte où il y avait cette concurrence pour le film du patrimoine, en tout cas, de la vidéo, de ce qu'on pouvait voir à la télévision. Donc il fallait, en somme, ramener le public vers la salle en faisant événement et en créant un contexte exceptionnel autour du film. Voilà, donc finalement, pour en arriver vraiment aux questions de participation, ce que je voulais dire en dernier lieu, on a vu qu'il y avait eu ces sociétés savantes qui finalement étaient là assez tôt, dès les années 30-40. Maintenant, il me semble que cet enjeu de participation s'est beaucoup plus institutionnalisé et que finalement ce qui pouvait être pris en charge dans le cadre associatif auparavant est désormais pris en charge par l'institution. Par rapport au cinéma en tant que tel, je pense qu'un des facteurs qui favorise l'insertion du cinéma dans l'agenda culturel et dans les différentes activités proposées par les musées, c'est aussi la montée en puissance de l'éducation à l'image et le fait que ce soit inscrit dans les programmes scolaires depuis les années 80. Donc là, on a une véritable légitimation culturelle du cinéma et je pense que ça a aussi favorisé la manière dont le cinéma était
avec le cinéma. C'est-à-dire que désormais, le panel n'est plus d'activité, c'est plus simplement une projection avec commentaire, mais c'est aussi entrer dans les savoir-faire cinématographiques. Ça va de l'écriture jusqu'à la programmation des films. Et là, justement, je vais laisser la parole à Nathalie. C'était trop beau la transition. On crée du suspense pour l'intervention de Nathalie. Non, j'arrête. Donc justement, alors merci déjà à Stéphanie Louis pour son intervention et sa présentation, qui permet de poser justement un contexte autour de cette question de la participation des publics et de la démocratisation culturelle. Comme je vous le dis, quand on parle de démocratisation culturelle, il est vraiment question là de participation des publics, d'inclure le public dans la vie de l'établissement et au-delà même dans la programmation de l'établissement pour essayer de faire tomber certaines barrières, et Dieu sait qu'il y en a au musée. Alors justement, dans cette question de la participation des publics, comme je vous le disais, malheureusement Clotilde Bissonnet ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, donc je vais présenter un petit peu son travail. Donc elle est déléguée régionale, comme je vous le disais, du dispositif Passeurs d'images en Ile-de-France, donc qui est un dispositif hors temps scolaire qui se construit autour de 3 axes. Donc l'éducation à l'image et la pratique artistique des publics, donc on vient parler en plus d'éducation à l'image, la construction de projets spécifiquement liés au public et à leur territoire, donc répondre aux questions vraiment qui relèvent de la réalité territoriale des participants et participantes, et la création de liens sociaux, qui est un terme très vaste, mais pour lequel on a tous des définitions différentes. Donc, comme je vous le disais, elle a co-animé avec Benoît Labourdette, qui est artiste vidéaste, un atelier de création de court-métrage au Musée de l'Homme en 2017, qui malheureusement n'a pas été reconduit ensuite. Donc, qui s'est créé en fait dans un contexte double, qui était d'abord l'exposition Nous et les autres des préjugés au racisme menée par le Musée de l'Homme, et la fête du cinéma de 2017, d'où cette transversalité. Donc ça a été réalisé avec des visiteurs et des visiteuses au musée. Ce sont des films d'animation. Donc c'est un travail qui a par la suite été intégré donc, temporairement au parcours de visite à travers ce qu'ils ont appelé une visite augmentée. Donc c'était une visite guidée qui permettait aux visiteurs et visiteuses de voir les films et d'enrichir leur visite par les films. Je vous ai beaucoup parlé des films, je vous ai beaucoup parlé du dispositif. Je vais justement vous montrer une petite présentation de ce dispositif qui a été fait, je crois, par la région Île-de-France. L'exposition Nous et les autres des préjugés au racisme s'inscrit dans la volonté citoyenne et engagée du Musée de l'Homme. Depuis sa rénovation, il essaye d'être un lieu de débat, d'engagement des citoyens pour comprendre d'où on vient et où on va. L'exposition est née de la volonté de comprendre les mécanismes qui mènent au racisme, de comprendre comment, historiquement, sociologiquement, psychologiquement, nous sommes amenés à, des fois, catégoriser, voire exclure les autres, et comment ces processus, puisqu'on les connaît, peuvent être enrayés. Cet atelier de réalisation de films d'animation dans le cadre de l'exposition Nous et les autres au Musée de l'Homme est né d'une rencontre entre le Musée de l'Homme, Arcadie, le dispositif Passeurs d'images, et moi-même. Le projet d'atelier public qui est déployé aujourd'hui est né en fait d'un partenariat avec le Musée de l'Homme, et parce que le Musée de l'Homme en fait, avait entendu parler d'un film qui avait été coproduit par Passeurs d'images et Arcadie, et qui questionnait la représentation du racisme à la couleur en France. Et puis très rapidement en fait, est née l'idée aussi d'environner cet élément d'exposition par des mini-ateliers, donc de la pratique artistique, et pas uniquement de proposer aux visiteurs finalement de ne voir que des éléments du film de manière interactive, tel que le film est donné à voir au sein de l'exposition. Dans un premier temps, en fait, on propose aux personnes de faire une participation au découpage. Donc on leur propose des contenus papier en lien avec l'exposition Nous et les autres qui fait l'objet de cette grande journée inaugurale. Et donc les gens peuvent puiser un petit peu dans toutes les ressources qu'on leur propose, imaginer un petit peu le concept de leur film et ensuite préparer la phase du tournage où ils animeront leur papier, leurs personnages, les textes, où ils pourront jouer un petit peu avec tout le contenu qu'ils auront découpé.
La deuxième étape, on leur propose en fait de venir tourner leur film, d'animer leur film, qui sera un film en plan séquence. Donc ça veut dire qu'il est tourné, monté, qu'il n'y a pas d'étape de montage. Et ensuite, ils animent comme ils le souhaitent leur film et ils le tournent avec une tablette qu'on leur met à disposition. Troisième phase, ils vont pouvoir regarder leur film projeté sur un mur de l'atrium. Et ensuite, on diffuse le film également sur la chaîne YouTube du Musée de l'Homme pour pouvoir rendre visible tous les films, mais également pouvoir envoyer le lien du film à chaque participant pour que chaque participant puisse s'en emparer et le partager sur les réseaux sociaux. Je ne pensais pas participer à l'atelier, je pensais juste regarder ce qui se passerait. Et finalement, on s'est assise et en fait, on s'est amusé comme si on avait 7 ans. Voilà. Je ne l'aurais pas fait spontanément, j'avoue, mais en se laissant entraîner, on y va et on est content d'avoir participé à ça et on va ressortir heureuse d'avoir fait quelque chose qu'un enfant de 7 ans peut faire, mais finalement qui est très important. Que non seulement les gens sont contents de faire des films, mais en plus, ils apprennent quelque chose sur qu'est-ce que c'est qu'un film, comment on donne du sens à une image, comment on peut créer du sens. Et là, comme on est sur une thématique précise qui est les préjugés, le racisme, bah, du coup, c'est l'occasion pour les gens de construire un discours, si on peut dire, mais sous forme audiovisuelle. J'ai surtout aimé le côté très inventif et très libre de ce que nous permettait de faire l'atelier. Et surtout, ça permet de voir que les enfants vraiment jouaient le jeu. En fait. J'ai remarqué à travers ce travail qu'elles sont rentrées dans le sujet. Elles ont vraiment travaillé sur la notion de différence. Comme ce sont des filles, elles ont travaillé sur la différence filles et garçons, c'est des choses qui les travaillent beaucoup avec du temps, mais aussi sur la notion de vivre ensemble, sur la notion de s'aimer les uns les autres. Donc j'ai pu voir qu'elles ont vraiment pris conscience du contenu du sujet et de surtout ce qu'on pouvait en faire en dessin. Et de la pensée qu'elles ont elles-mêmes construite sans qu'on leur dise de faire ceci, de faire cela. Donc j'ai vu que ça fonctionnait en fait, que il y avait un vrai écho en elles, une vraie réflexion qui se traduisait ensuite par les dessins, les découpages et un petit film qui a été construit. Vous avez eu une présentation quasi exhaustive en fait, de l'atelier. Et ben on va vous montrer les films qui ont été réalisés à la suite de cet atelier. Donc deux courts films de 1 minute 30 donc autour de ces questions.
Donc, je vais donner la parole à Nathalie Desmarais qui a une expérience pratique justement dans ce type d'atelier, donc de co-construction avec les publics, les musées et justement l'art cinématographique. C'est celui-là. C'est bon là? Alors moi je vais en effet vous faire un retour d'expérience, mais en fait c'est l'expérience inverse dont il s'agit, car ce qui est proposé comme atelier dans lequel j'ai travaillé, c'est pas du tout destiné à des personnes qui viennent déjà au musée, ce qui nous est présenté ici. Hein. Là on a affaire à un public qui se dérange pour voir une exposition, si j'ai bien suivi. Et à partir de là, on leur propose de participer à un atelier d'animation. Ce qui est super, hein, parce que les choses devenant ludiques, c'est toujours beaucoup plus passionnant. Et puis en plus, on devient acteur au lieu d'être spectateur. Mais moi, je vais vous parler d'une chose inverse, c'est-à-dire que l'idée, c'était d'arriver à amener des publics, appelés les non-publics, dans un musée. Les non-publics sont les publics non usagers des lieux culturels pour des raisons diverses, mais ces publics demeurent pour autant des publics potentiels. Donc l'idée c'est d'inventer finalement des moyens pour arriver à les faire venir dans les musées. Alors ce que le MUCEM a mis en place en 2014, donc c'est un musée tout jeune encore à l'époque, hein, le MUCEM donc, est à Marseille, vous le connaissez sûrement, j'imagine, le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, voilà, qui est un musée national. À l'époque, donc, ça a changé, mais en tout cas, pour l'ouverture de ce musée, il y avait, vous en avez parlé tout à l'heure, il y avait une programmatrice cinéma. Voilà. Donc, dès le départ, dès l'ouverture de ce musée, il y a eu une salle, donc, qui est une salle polyvalente, qui s'appelle la salle Germaine Tillon, qui est un auditorium, qui servait à la fois à la programmation cinéma régulière, très régulière, hein, avec des choses sur des thématiques, mais c'était aussi de l'art essai, donc voilà, des choses, des cycles, enfin, en tout cas, c'était ouvert tous les jours, le week-end, pendant les vacances, donc c'était rien d'exceptionnel, c'était comme une salle de cinéma à l'intérieur du musée. Et puis, cette programmatrice, du coup, a eu envie, à un moment, de lancer cette idée d'atelier en direction de ces non-publics, afin d'essayer de faire venir ces publics-là à l'intérieur du musée. Donc, je vais vous expliquer comment ça a été mis en place. Bon, nous sommes partis sur une idée d'atelier dit de programmation, de court-métrage. Alors, elle m'a contactée parce qu'on avait déjà travaillé ensemble, hein, donc il n'y a pas eu d'appel d'offres, c'était tout, sans goûter, tout ça. Hein, donc voilà, c'était un peu une initiative expérimentale qui a eu la chance d'être reconduite après, mais en tout cas, la première fois, c'était tout à fait expérimental. L'idée, c'était de faire travailler des personnes non publiques sur donc, ces ateliers de court-métrage en lien avec l'exposition principale du musée. Voilà, donc le deal, c'était que ces personnes, ces participants aux ateliers, travaillaient sur ces courts-métrages qui étaient, du coup, sur la thématique de l'exposition, et en même temps venaient voir, accompagnés par une visite guidée, et puis présentaient, au bout du compte, leur programme de court-métrage dans une séance publique au MUCEM. Voilà, en étant responsable de A à Z, c'est-à-dire de la présentation des séances. Ensuite, évidemment, la projection, ça c'était quand même réservé aux projectionnistes du MUCEM. C'est un métier, ça ne s'improvise pas. Surtout que, pour rebondir sur ce que disait Stéphanie, la première, en 2015, donc il y avait la projection en 2015, on avait des supports 16 mm, 35 mm, numériques, et donc la projectionniste, c'était... Bon voilà, c'était vraiment du sport de voltige, il y avait eu des petits soucis techniques, mais c'est pas grave. Et donc voilà, ils assistent à la projection publique, bien sûr, c'est-à-dire c'est la première fois pour eux après qu'ils ont, comment dire,
je dirais qu'ils vibrent un peu avec une salle, hein, c'est-à-dire c'est pas du tout dans leur habitude d'être en présence comme ça, d'un rendu de travail en public. Et après, ils ont aussi la responsabilité d'assumer les réponses des questions de débat, etc. Tout ça de manière, même si ce sont des groupes d'amateurs, ils doivent le faire très bien, car c'est une vraie séance publique. C'est pas de l'entre-soi. Hein. On n'invite pas seulement les familles et les copains, c'est public. Et d'une manière générale, on a toujours essayé de... j'ai fait un plan, mais je ne suis pas du tout. C'est tout à fait moi. Voilà, donc d'une manière générale, on a toujours essayé de faire cette journée de court-métrage. Donc à chaque fois, on travaille avec 3 programmes, ce qui fait 3 programmes de court-métrage. À chaque fois, avec un débat, une présentation entre les deux. Donc ça fait 3h30 de projection de court-métrage quand même, du compte. Donc les personnes arrivaient vers 14h30 et repartaient vers 19h. Hein, il y a des amateurs de court-métrage, hein, il y a de plus en plus de festivals dédiés au court-métrage. Le court-métrage, c'est pas un sous-genre, hein, c'est en cinéma, c'est vraiment une façon de raconter des histoires avec un format court. Mais pour autant, il y a vraiment des petites merveilles. Hein. Et d'ailleurs, beaucoup de réalisateurs de long-métrage aujourd'hui sont passés aussi par le court-métrage. Hein. Voilà. Donc on s'arrangeait toujours pour essayer de le faire le premier dimanche du mois, de manière à ce que justement il y ait une gratuité dans le musée. Et l'information était faite dans le hall du MUCEM. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent le MUCEM, c'est très grand comme bâtiment, ça donne sur la mer, c'est très joli. Et de manière à ce qu'on puisse sensibiliser aussi des personnes qui étaient justement venues, un peu comme ici ça aurait pu se passer, des personnes qui viennent visiter des expos gratuites le premier dimanche du mois, qui entendent parler de cette projection en salle et qui viennent. Vraiment, à chaque fois, il y a eu plein de publics comme ça, des de passage ce jour-là qui s'est greffé sur la salle et les gens sont restés. Voilà. Bon, ça, c'est quand même un signe qu'on peut venir voir, se programmer pour venir voir quelque chose, puis finalement, c'est autre chose. Voilà. Donc, pour reprendre cette histoire, pourquoi des courts-métrages d'abord dans un travail d'atelier? C'est parce que c'est un format qui est très pratique. Voilà, ça permet de projeter plusieurs films dans une séance d'atelier. Les séances d'atelier faisaient entre 2 et 4 heures selon le public. Je vous expliquerai pourquoi après. Et en effet, à l'intérieur de ça, si on travaille sur un seul long-métrage, par exemple, c'est pas très... c'est moins riche finalement, c'est moins varié si on travaille sur plein de courts-métrages, toujours sur le même thème. Le premier thème, donc, en effet, Stéphanie a participé, ça s'appelait Food. Donc c'était relié à l'exposition 2015-2014, je ne sais plus, Food, qui a eu lieu au MUCEM, qui était une exposition plutôt d'art contemporain. Bon, l'art contemporain, c'est pas un art facile à aborder, surtout pour des personnes qui vont déjà jamais au musée en fait. Mais voilà, c'est un pari aussi justement de ne pas non plus partir sur des a priori en disant ça ne va pas les intéresser, c'est pas du tout le sujet. C'était un pari, hein, vraiment, la première fois c'était vraiment, encore une fois j'insiste, très expérimental, on ne savait pas du tout si ça allait fonctionner. Voilà, alors les fameux noms publics qu'il a fallu que je trouve, parce que les musées sont assez déconnectés du terrain, je me permets. Eh bien oui, c'était des adultes d'un hôpital psychiatrique, donc c'est des publics dits captifs aussi, décidément, le nom public et captif, ça commence à faire bien lourd. Mais en tout cas, ce sont les publics qui sont accompagnés par les structures, voilà, qui ne font pas la démarche d'eux-mêmes d'aller vers un atelier, soit par difficulté sociale ou bien de santé. Hein. Là, il y avait donc les hôpitaux psychiatriques, il y a eu pour le coup les lycées professionnels qui sont ni malades mais qui sont très 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 défavorisés en matière de propositions d'ateliers, de propositions culturelles extérieures à l'établissement, contrairement aux classes lycée cinéma, etc. Donc moi j'ai évité évidemment d'aller vers des groupes qui ont déjà beaucoup de propositions. Bien sûr, il y a eu aussi des publics plus dans les hôpitaux, de personnes qui sont pas forcément en psychiatrie, mais qui sont empêchées là pour des raisons de santé, mais qui peut-être à titre privé iraient quand même dans le musée. Et puis certains centres sociaux aussi. Voilà. Les familles quartiers nord.
Vous avez tous entendu parler des quartiers nord de Marseille, j'espère. Ne vous inquiétez pas, on trouve des gens super, vraiment. Voilà, donc en fait, on va peut-être juste montrer, alors dans une petite minute, ça a commencé par Food, ça a tellement bien marché qu'on a continué l'année d'après sur vie d'ordure, vie plus loin, D' ordure, parce que si on prononce vite, ça fait vie d'ordure, pas pareil. Ensuite, en 2017, on a travaillé sur le thème de quel amour, point d'exclamation. Puis 2018-2019, on danse, point d'interrogation. Toujours, c'était le titre de l'exposition à chaque fois. Et enfin, le dernier, qui était pourtant assigné à résidence et en plein confinement, s'appelait Voyage. Voilà. Ça, c'était bien trouvé, mais c'était avant. Voilà. Donc là, je viens de vous montrer le visuel. Voilà. Ça commence par alors Food, j'ai pas de visuel parce qu'en fait, c'était le premier et on débutait. Mais il y a celui d'avant sur Vie d'ordure. Voilà. Donc à chaque fois, on a trouvé un titre aussi à la journée de court-métrage. On a essayé de l'identifier par un visuel. Voilà. Voilà, l'amour tout court. Ça, c'était pour l'exposition Quel amour. Ça, c'était pour l'exposition On danse. Et encore un. Et ça, c'était pour l'exposition Voyage. Voilà. Donc, j'ai participé à la réalisation de ces visuels parce que c'est aussi mon travail. Voyage, c'était compliqué parce qu'il y a eu le Covid. Donc ça, j'y reviendrai après. Voilà, donc une fois que j'ai trouvé les structures qui sont d'accord pour participer, eh bien l'atelier a lieu. Là, c'est discutable. Il a lieu en général, non pas dans le musée, mais dans les structures dont dépendent les groupes. C'est-à-dire que par exemple sur Food, il y avait un groupe d'adultes non captifs. Il y avait un groupe de collégiens captifs et il y avait un groupe d'adolescents en psychiatrie, donc en milieu, comment dire, ils vivent là, hein, ils séjournent en fait dans cet hôpital. Ce sont des hôpitaux, des lieux dédiés aux adolescents qui sont en troubles alimentaires, voilà, qui développent des pathologies alimentaires. Alors, je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais à l'intention de ces ados-là, le thème food, c'est quand même compliqué. Hein. Il a fallu inventer beaucoup de choses pour arriver à leur montrer des films qui ne les choquent pas. Voilà. L'idée, c'est vraiment de faire participer les gens et qu'ils aient du plaisir à découvrir ça. J'ai trouvé, d'ailleurs, vous verrez à la fin le film qui a été choisi dans ce cadre-là. Le principe de ces ateliers, c'est aussi finalement de faire découvrir à des personnes qui ne vont jamais au cinéma, jamais dans les lieux culturels, par peur, essentiellement, par comment dire ça, ils estiment que c'est pas pour eux, que c'est pas c'est une histoire de classe sociale, hein, d'abord. Et puis c'est une histoire aussi culturelle, une histoire parfois religieuse, une histoire... voilà, c'est pas pour nous. Voilà. Les musées, quand on leur demande, c'est toujours la même réponse, c'est ça n'est pas pour nous. Voilà. Alors quand on installe finalement des ateliers comme ça, à partir du moment où il y a un accompagnement déjà et qu'on travaille dans ce sens-là, il y a déjà moins cet a priori. Cet a priori-là s'en va peu à peu. Voilà. Donc les ateliers, après, quand ils sont mis en place, c'est leur faire découvrir des courts-métrages qu'ils ne connaissent pas. Il n'y a aucun cinéphile, hein, ce ne sont que des amateurs. Faire en sorte qu'il y ait un débat qui s'installe à la fin de chaque film. Et faire en fait en sorte aussi qu'ils prennent confiance en eux. C'est-à-dire que tout à coup, ils s'appuient sur, ils apprennent finalement à développer un argumentaire, à développer un sens critique sur le film, à avoir un regard beaucoup plus critique, voilà, d'arriver à se dire juste autre chose que j'aime pas, mais pourquoi.
Il y a une grille, hein, je les aide avec une grille un peu son, l'acteur, le scénario, est-ce que l'idée tient jusqu'au bout, etc. Je peux s'aider avec des outils, bien sûr. Mais il y a plusieurs niveaux en fait dans ce travail d'atelier. Il y a en effet la découverte culturelle, du coup à travers des sujets aussi très variés. Ce qui est intéressant là, c'est que tout à coup, contre toute attente, on s'aperçoit que la parole très rapidement est libre. Sur des sujets comme Quel amour, par exemple, j'ai eu quand même à travailler avec un groupe de femmes maghrébines, presque toutes voilées, et franchement, c'était pas un sujet facile pour elles, parce qu'il y a plein de tabous hein, sur ce registre-là. Et le fait qu'elles soient entre elles, bon, le fait est que là, il n'y avait pas d'hommes, elles étaient aussi accompagnées par des accompagnatrices du centre social. Et bien en fait, très vite, mais très vite, dès le premier atelier, la parole se libère. La parole se libère. Pourquoi ? Parce que tout à coup, elles sont en confiance. On ne les juge pas, elles ne sont pas jugées. Ce qu'elles disent ne va pas être considéré comme voilà, savoir non, c'est quoi, qu'est-ce qu'elles racontent. Donc mon travail à moi, c'est ça. Hein. C'est pas de leur expliquer comment il faut qu'elles pensent, c'est de leur donner des choses à voir qui tout d'un coup éveillent leur curiosité et tout d'un coup ouvrent aussi l'esprit. Voilà, ouvre l'esprit dans le sens aussi de sortir des préjugés, justement. Et d'arriver tout à coup à porter un regard critique sur un film qui n'est pas à travers nos filtres à nous, moraux, par exemple, mais vraiment sur quelque chose d'assez objectif, dans la mesure où on se place comme programmateur. Car ces ateliers, ces participants doivent bâtir un programme qu'ils vont montrer au public. Un programme de court-métrage, tout le monde sait ce que c'est, j'imagine. Bon. Et c'est pas du tout la même posture que d'être juste simple public. Hein. On va, du coup... Non, je fascine. En fait, je suis complètement dans les airs. C'est pas grave. J'essaye de cadrer des efforts, bien sûr. Donc, en tout cas, je vais en revenir à ça. Ce qui est important dans cet atelier-là, c'est qu'on les responsabilise finalement. C'est-à-dire qu'au lieu qu'on propose quelque chose par venez, on va faire la visite avec vous, parce que vous n'allez jamais au musée, alors quand même, ça serait bien de découvrir les musées. Voilà, il n'y a pas de choses comme ça qui sont mises en avant. C'est vraiment, vous allez participer à l'atelier et vous allez être responsabilisé. Ceux qui sont d'accord, bien sûr, c'est de libre choix, de personne, mais il y a un engagement à avoir. C'est-à-dire, à partir du moment où les participants s'inscrivent à cet atelier, ils doivent aller jusqu'au bout. Participer à toutes les séances, parce que sinon, comment faire des choix sur une séance ? Moi, je ne repasse pas les films 2 fois, c'est pas possible. Hein. D'ailleurs, à ce sujet, nous pourrons passer peut-être l'annexe 1. Moi, j'ai l'annexe 2. D'accord. Bon, voilà, non, c'est ça. Voilà, en fait, dans l'atelier, ils vont avoir des films que moi je leur propose. Bien sûr, on ne peut pas tout visionner à chaque fois. Chaque atelier dure entre 12h et 16h, donc avec des séances de 2h à 4h. Selon les publics, par exemple, c'est vrai qu'en psychiatrie, au bout de 2 heures, il y a un problème de concentration. Attention, en revanche, les lycéens, je m'étais un peu épaguée, je les embarquais sur 4 heures, je voulais vraiment les épuiser. Et ça marche très bien parce que si à force, si on fait que surfer, les lycéens, ça ne fonctionne pas. On peut aller les chercher dans leur retranchement. Et c'est vrai que la durée de l'atelier a aussi une importance. Hein. On ne fait pas qu'y passer, on s'immerge. Et la durée est très importante. Voilà. Donc tout ça, c'est important aussi d'ajuster par rapport au public qu'on a. Voilà, donc ça faisait partie des... C'est un exemple de programme qu'ils ont eu à voir au cours de plusieurs ateliers. À chaque fois, il y a un film qui est projeté. Moi, je donne jamais mon avis avant, évidemment. Ça va de soi. Sinon, forcément, il est choisi. Et oui. On pose les cahiers. On discute. Voilà, on prend quand même un peu des notes après pour avoir un aide-mémoire en fait, parce
qu'au bout d'un moment, quand on va voir 30, on va arriver à 30 ou 40 films, ça va être compliqué de se souvenir des premiers. Voilà. Et puis ensuite, d'atelier en atelier, on en voit de plus en plus. Plus ça va, plus le regard se développe, plus les critiques sont précises, plus la parole se libère et circule, non pas seulement de eux à moi ou à eux, mais entre eux. L'idée, c'est vraiment que la parole circule partout. Et c'est pas moi qui détiens, voilà, c'est pas moi qui vais faire les choix. Moi, je suis là pour les guider, pour les amener à quelque chose, mais de manière la plus libre et la plus pertinente et la plus tirée vers le monde, aussi, quand même. Et puis, les 2 dernières séances sont consacrées au choix des films pour pouvoir élaborer le programme. C'est là que ça devient très intéressant parce qu'il y a un choix collectif. Et là, c'est pas facile, le collectif, faire des choix collectifs. Donc, en général, on commence par les films que tout le monde adore. Bon, il y a forcément des films qui sont choisis par tout le monde, des films qui sont rejetés par tout le monde aussi. Et puis, il y a une partie des films qui sont complètement débattus. Et là, c'est hyper intéressant parce que on sent que le travail a déjà porté ses fruits et que les personnes ont appris aussi à développer des argumentaires et à défendre leurs idées, non pas sur le plan, encore une fois, mais moi j'aime ce film, je veux qu'il soit vu par un public, mais plutôt voilà, mais ce film me semble intéressant parce que voilà, il est construit de telle ou telle façon, etc. Donc assez vite, en fait, finalement, il y a vraiment quelque chose qui s'élabore au niveau de la pensée, de la capacité critique qui est vraiment perceptible très rapidement. Et du coup, l'échange devient très intéressant parce que ça devient aussi, est-ce qu'on peut présenter ça à un public, est-ce que ça a du sens, comment le public va le percevoir, voilà. Après, moi là, je rentre en scène en disant qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, très important. Et à partir de là, il y a des formes d'empoigne un peu, mais ça reste, franchement, c'est un moment assez passionnant. Voilà. Une fois que tout ça est enfin calé sur une durée, parce qu'on a des contraintes de durée, le programme ne doit pas dépasser 1 heure, donc il y a des durées. Merci. Vous n'êtes pas trop. Donc il y a des durées à chaque fois. Les durées, donc ça c'est une contrainte évidemment, parce que dans les choix qui sont faits, il y a une durée qui doit être entre 60 minutes et 90 minutes maximum. Il y a aussi la contrainte de au moins un expérimental, au moins un documentaire, au moins un film d'animation, au moins un film de fiction. C'est-à-dire que tout doit être représenté. Un mélange film étranger, film français. Voilà. Donc il y a des contraintes. Mais à l'intérieur de ces contraintes, il y a quand même encore, peut-être on choisit un 5e des films qu'ils ont vus. Donc il y a quand même un choix assez drastique finalement à faire. Voilà. Et ensuite, il faut choisir l'ordre du programme. Par quoi on commence, par quoi on finit, en sachant que quand la lumière se rallume, si on a fini sur un film qui plombe ou sur un film joyeux, c'est pas du tout la même ambiance dans le public. Voilà. Quand on doit faire un débat derrière, c'est important de penser avant, c'est en fait à ça. Voilà. Donc, on commence toujours par ça, le premier film, le dernier film. Par quoi on veut ouvrir, par quoi on a envie d'ouvrir, par quoi on a envie d'accrocher. Ensuite, par quoi on a envie de terminer. Et ça, c'est encore une fois, c'est eux qui choisissent, mais en prenant conscience que tout fait sens, donc si tout a un sens. Si on finit sur ça ou sur ça, ça ne provoque pas la même histoire. Voilà. Et au milieu de ça, bien sûr, d'alterner, de trouver un rythme, un fil conducteur, ou d'alterner en tout cas, pas mettre 3 documentaires de suite. Voilà. Ça, c'est... Donc là, on passe encore pas mal de temps là-dessus. Ensuite, on va passer du temps sur l'écriture du texte qu'ils vont avoir à dire pour la présentation dans la grande salle publique du Mucem, où là, personne ne veut aller parce qu'ils sont morts de trouille. Et où ils vont quand même. Et après, ils sont tellement heureux d'avoir réussi. Là, c'est l'annexe. 4 minutes. Non. Feuille de salle, on peut mettre la feuille de salle. C'est un exemple de la feuille de salle donc, qui est distribuée le jour J quand il y a la présentation publique. Mais ça, c'est une feuille de salle qu'on retrouve un peu dans toutes les séances de court-métrage. On a un petit résumé du film, etc. Ils ne veulent jamais qu'on présente le nom de la structure de laquelle ils viennent. Ils ne veulent pas, en fait, pour des raisons qu'on peut comprendre. Ils ne veulent pas que ce soit écrit Centre Copie
hôpital psychiatrique, lycée pro, parce qu'ils n'ont pas envie justement que ce soit déjà regardé avec des a priori. Donc ils ne souhaitent que leur prénom soit cité, c'est tout, ça s'arrête là. Bon voilà, ça c'était un petit combat aussi avec le MUSEM qui aime bien quand même mettre en valeur les groupes, les fameux non publics qu'ils arrivent à faire venir en musée. Bon. Ensuite, il y a le texte qu'ils écrivent le jour J. Ça, c'est pareil, c'est un vrai travail d'écriture. Donc ça, c'est la présentation, c'est un exemple. Hein. La présentation du texte qu'avait eu le CATP, c'est le groupe psychiatrie adulte, un hôpital de jour. Je vous laisse lire ou je vous lis? Pas de réponse. Je peux vous le lire si vous voulez. Ouais, vous lisez, super. J'ai beaucoup de temps. Daniel Pénac dit l'amour rend aveugle, l'amour doit rendre aveugle. Il a sa propre lumière éblouissante. Donc là, on était compris sur le thème qu'est l'amour. Et pourtant, nous, cette lumière nous a ouvert les yeux. En effet, lors des ateliers que nous avons eu la chance de vivre, nous sommes nous aussi tombés amoureux des courts-métrages. Nous sommes heureux de partager aujourd'hui avec vous cette passion naissante, passion que nous a transmise Nathalie et qui, nous l'espérons, transparaîtra dans notre sélection. Celle-ci commence donc bien évidemment par l'amour du cinéma, mais elle vous emmènera aussi dans la recherche de l'amour, dans la difficulté de le vivre au quotidien. L'amour est fusionnel, intemporel, éternel, l'amour est maternel, l'amour nous fait grandir et nous élève, jusqu'où sommes-nous capables d'aller par amour. Bonne projection. Voilà. C'est dit. Au micro, devant une salle pleine, parce que je vous assure que l'auditorium, je ne sais pas combien il fait de place, je crois qu'il fait 350 places, c'est plein. À chaque fois, c'est plein. Et il se passe là quelque chose d'extrêmement fort. Tous les participants sont sur la scène, présentent leur programme. Après, la séance a lieu. Ensuite, les lumières sont allumées. Ils les ont entendus rire, ils les ont entendus respirer, ils ont entendu la qualité d'écoute qu'il y avait aussi. Et c'est un grand moment, en fait. Franchement, c'est un grand moment. Voilà, je pense que vous pouvez passer sur l'après. Voilà, ça c'est une autre présentation qui est rigolote aussi, c'est sur le même thème. Alors là, c'est des lycéens, donc eux, ils s'étaient organisés pour prendre chacun une phrase, parce que ça c'est libre au niveau de la présentation. Donc, notre film d'introduction est un film expérimental, sans parole. L'amour, le désir sont exprimés par les couleurs de la musique et la musique. Jaël, nous poursuivrons par un thème plus sensible qui aborde le racisme en s'appuyant sur l'humour noir. Sokaina, tel des funambules, nous accompagnerons les Belges, Abel et Gordon dans leur délire burlesque. Salima, et pourquoi ne pas traiter de la discrimination raciale aux États-Unis à travers un film d'animation sur fond de musique de jazz? Célia, nous terminerons par une lune de miel de 1935, mais attention, la musique risque de vous poursuivre. Sarah, j'aime mon corps, vous me trouvez parfaite? Vous n'avez encore rien vu, je vais bientôt être retouchée sur Photoshop. Kedja, famille je jouais, comment ne pas céder à la pression d'un père violent? Sarah, au milieu d'une tranche de campagne, nous sommes interpellés par notre manière de traiter les animaux, de les consommer. Il nous appartient d'interroger nos consciences. Voilà. C'était bien sûr quel amour, c'était aussi l'amour des autres espèces animales, l'amour en général. Quand on traite d'un sujet comme ça, bien sûr, moi j'essaie d'élargir le plus possible le sujet qui n'est pas forcément traité de la même façon dans l'exposition, bien sûr. C'est aussi une manière justement d'appréhender un thème, de pouvoir le discuter. C'est aussi un prétexte. C'est aussi un prétexte à découvrir des choses. Voilà, sur quelle ordure, par exemple. Pas quelle ordure, juste ordure. Parce qu'il y a un film qui s'appelait Quelle ordure. J'avais passé un documentaire au lycéen sur Tchernobyl, ils ne savaient pas ce que c'était Tchernobyl. Voilà, vous savez? Oui. Donc voilà, c'est pour dire que c'est aussi, et j'aurais aussi passé un documentaire sur le recyclage de tous nos déchets, téléphones portables, etc., qui se déroulent au Ghana sans parole. Il suffit de les images sont suffisamment parlantes. Et à la fin, il m'a dit, mais madame, c'est une fiction. J'ai dit, bah non, c'est un documentaire. Ah non, c'est pas possible, c'est une fiction. Ah non. C'est un documentaire. Donc, vous voyez, là aussi, ce que j'entendais tout à l'heure, ce que vous disiez, c'est vrai qu'il faut réajuster ce qui est de l'ordre du réel. Voilà, on filme le réel, ou qu'est-ce qu'on imagine aussi
qu'est le réel. Parce que quand du coup je les interroge sur ce sujet, ils disent mais non, nous on amène nos appareils recyclés, c'est fait en France, c'est fait proprement. En tout cas, il y a des questions à se poser. Voilà. Et dans cette tranche d'âge-là, il faut aussi savoir que ce sont des proies faciles. Donc c'est vrai que c'est intéressant de travailler avec eux sur le médium de l'image et du cinéma. Voilà. J'ai presque fini. En fait, voilà, je voulais aussi finir mon jour. Je squeezais plein de choses, mais c'est pas très grave. Le jour J, il faut savoir que c'est très impressionnant pour eux. Le musée les accueille. Il leur a fait faire la visite en général de l'expo, soit quelques jours avant, soit le matin. Quand on fait la visite de l'expo, ils ont droit à une visite guidée. Et ça permet aussi d'aller repérer la salle. On les emmène repérer la salle, le lieu où ils vont intervenir. C'est très rassurant. Voilà. Ensuite, le jour J, moi je les emmène dans la salle, je suis là pour les accueillir, je les emmène dans la salle, parce qu'il y a des groupes par exemple qui sont phobiques, ou il faut les faire entrer avant, le public, voilà. Et après, en général, tout se passe bien. Et ils en ressortent absolument émerveillés. Alors, savoir si après ça leur donne envie de retourner au musée. Très franchement, j'en ai pas la moindre idée. Je sais que ça leur donne envie de continuer à voir des courts-métrages. Ça leur donne envie de revivre une expérience très forte. Ça leur met quand même en tête que le musée n'est pas forcément un lieu fermé. Mais est-ce qu'ils font la démarche d'eux-mêmes d'y retourner? Bon, j'ai pas de réponse. Enfin, j'ai une idée, mais pas de réponse. Voilà. Voilà, je voulais finir là-dessus. Je suis bien avec ce 1, avec ce 2, avec ce 3, je n'ai rien fait du tout. Merci à vous, merci pour cette intervention et un peu ce regard d'insideuse un peu sur ces activités. Justement, dans le contexte de cette programmation de court-métrage, on va en diffuser un qui s'appelle Drift. Je vais laisser le film parler lui-même et puis on aura après l'occasion d'échanger un petit peu autour de... Juste un petit mot sur Drift. Donc voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un film qui a été vraiment choisi, qui a été passé, diffusé la première fois en tout cas dans l'atelier qui était avec ces adolescents en pathologie alimentaire pour lesquels il fallait trouver des choses extrêmement métaphoriques. Vous allez voir, c'est un petit bijou.
jazz et nourriture, on va reprendre du coup. On va passer à un petit échange. Alors, j'imagine que vous avez plein de questions, mais moi j'en ai d'abord. Et vu que c'est moi qui anime, c'est moi qui vais les poser en premier. Déjà, merci encore pour vos interventions. On a eu l'occasion d'avoir une vision assez claire du sujet.
Moi j'avais une question très personnelle, mais plutôt à Nathalie du coup. C'était, est-ce que vous avez eu l'occasion, avec les participants et les participantes, d'échanger un petit peu autour des films, justement, peut-être qui parlaient de la vision du musée qu'il peut y avoir au cinéma, ou est-ce que vous pouvez nous parler peut-être plus largement de leur vision du cinéma et du musée au moment de ces ateliers-là, les grandes références peut-être qu'ils avaient. Voilà. Ils n'ont pas de référence particulière en fait. Ils n'ont pas cette culture-là. Voilà. Oui, mais la télévision, c'est pas tout à fait la même culture non plus, quoi. Ça dépend ce qu'on regarde, évidemment. Mais franchement, comment dire ça il y a des choses, par exemple, dans ces films, bien sûr, qu'ils ont. Je les ai fait parler aussi du contenu des toiles, par exemple. Est-ce qu'ils reconnaissaient à l'intérieur de ce film certaines toiles le cri? Ils ont reconnu le cri, par hasard. Donc voilà, mais en dehors du cri, c'est vrai, un peu Picasso, parce qu'ils avaient vu. Ils ont eu des choses. Après, ils ont aussi. Ce qu'ils connaissent en fait des musées ou de la peinture ou de ce qu'ils proposent dans les musées, c'est plus à travers des dispositifs justement dont tu parlais aussi tout à l'heure, qui est aussi passeur d'images par exemple. Le cinéma L'Alhambra à Marseille travaille aussi avec ce dispositif-là et dans le cadre aussi d'ateliers de programmation. Il y a tout un dispositif d'école au cinéma, de lycéens au cinéma. Donc, il y a toutes ces classes de la maternelle au lycée vont voir les films, y compris le patrimoine, en VO, voilà. Et pour certains, je pense les plus jeunes, les primaires, il y a aussi des visites d'expos dans certains musées. Voilà, c'est organisé ça. Alors, bon, c'est toujours dans le cadre scolaire, mais c'est super, parce que voilà, ça, au moins ça existe. Et puis, par exemple, sur le dispositif de lycéen au cinéma ou d'école au cinéma, il y a des documents pédagogiques qui accompagnent, donc il y a tout un travail qui est fait avec l'institut avant, sur l'image, voilà, après, pendant, ensuite, après. L'idée, c'est pas juste d'aller voir un film, l'idée, c'est que ce soit un support de travail en fait, pédagogique dans la classe qui peut justement les ouvrir à ça. Après, très franchement, j'ai une vue sur. Voilà. Non, mais voilà. Oui, bah oui, tout reste à faire. Mais il y a une vraie curiosité, en revanche, une vraie. Ça les intéresse beaucoup. Voilà, pour trouver des portes. Là, c'est une question qui est pour vous deux, pour le coup, peut-être plus Stéphanie. On parle beaucoup de l'effet que peut avoir justement le musée sur ces personnes, sur comment ça peut transformer leurs habitudes culturelles, changer leur vie ou leur offrir une nouvelle vision de la vie. Je pense que changer des vies, c'est un peu exagéré, mais en tout cas leur offrir de nouvelles visions de vie. Quel impact, en revanche, ce public peut avoir sur le musée? Parce qu'on remarque que voilà, les mesures, les enquêtes qui sont faites sont toujours dans la direction de qu'est-ce que fait le musée pour le public. Mais est-ce qu'on a une mesure, est-ce qu'on a une manière de voir aussi comment ces publics affectent ou non le musée, et s'ils ne l'affectent pas, pourquoi le musée s'en empare pas? J'ai envie de dire que ce qui a été montré par Claudie, c'est un exemple d'un public qui apporte quelque chose au musée, puisque le musée n'a pas ensuite utilisé. Oui, ça a été arrêté, mais ça a peut-être lieu dans d'autres musées, peut-être que ça va donner des idées à d'autres, peut-être qu'il y a des expériences qui se font, mais sans message forcément, je ne sais pas. Alors moi, c'est vraiment une réponse qui est un peu, comment dire, au feeling, je dirais. J'ai le sentiment que les musées aussi peuvent dégager des financements et des subventions en travaillant sur ces segments de public-là. Donc, à un moment donné, cet intérêt n'est pas juste altruiste. C'est aussi une manière d'entrer dans des cadres de politique culturelle qui sont définis par les financeurs et qui permettent à la fois d'élargir les types de publics auxquels on s'adresse et de faire vraiment du musée un espace public. Et ça, c'est vraiment louable.
et qui harmonise aussi les pratiques culturelles. Voilà, c'est vrai que derrière ces publics, il y a aussi des enjeux, à un moment donné, de réponse à des commandes politiques pour financer ou pas les organisations culturelles. Est-ce que vous pensez éventuellement qu'il y a des freins pour que ces démarches puissent aboutir dans les musées? On a parlé de ce qui a pu motiver les musées justement à engager telle procédure. Est-ce que vous pensez justement à des freins qui peuvent empêcher des musées, peut-être de plus petite taille souvent, à mettre en place ce type de dispositif? C'est le prix, en fait. Enfin, disons que déjà, il y a le problème que tu soulèves dans ton intervention, c'est qu'il faut bien connaître ces publics. Parce que si vous designez une action telle que celle-ci sans connaître le public avec lequel vous travaillez, ça peut être une catastrophe et beaucoup d'argent pour rien. Après, c'est d'ailleurs quelque chose qui est ressorti des journées qu'on a vues la semaine dernière à la Cinémathèque française, où on comparait les pratiques de médiation à la Cinémathèque, où là aussi ils sont positionnés sur des publics empêchés ou éloignés de la culture, dans le cadre de partenariats avec différentes associations. Et ce qui se passe, par exemple, en Espagne avec la fondation Caixa. Là, il y a vraiment, parce que c'est une fondation privée qui a toujours été tournée vers le public, des pratiques de médiation qui sont mises en œuvre, mais qui sont incomparables avec ce qu'on peut faire, nous, tout simplement parce qu'il y a de l'argent derrière. Et finalement, on en revient quand même au fait que l'argent est le nerf de la guerre. Après, on peut penser des choses extrêmement intelligentes avec peu de moyens. Mais c'est sûr qu'on n'aura pas la même force de frappe. Une question, je pense, à laquelle on n'a pas forcément de réponse, mais je la pose quand même. On a parlé beaucoup des dispositifs, donc vous parliez de maternelle et cinéma, école et cinéma, collège et cinéma, lycéen au cinéma. Est-ce que aujourd'hui on peut se poser la question de pourquoi, parce qu'on parlait justement de la question financière sur l'éducation à l'image, sur la mise en place de tels ateliers, comment se fait-il qu'aujourd'hui au musée on n'a pas pu mettre en place ce genre de choses, école, musée? On sait que souvent les visites de musées relèvent d'initiatives personnelles de la part des enseignants, de la part des établissements. Pourquoi on peut pas, alors que le musée est un média qui est encore plus ancien que le cinéma, pourquoi aujourd'hui on ne peut pas imaginer que de tels dispositifs soient mis en place pour le musée pour accompagner la visite et justement emmener les publics dans des musées qui ont peut-être moins de moyens pour les accueillir et faire des visites sur mesure? Je pense qu'il n'y a pas d'impossibilité à le faire. Enfin, je veux dire, ça reste un choix. Voilà, c'est un choix. C'est un choix du musée de mettre en œuvre ça, de peut-être dégager des financements, un accompagnement. C'est vrai que l'école de cinéma, ce dispositif est vieux, donc il est rodé, il est national. Il y a aussi, parce que ça suppose aussi la gestion des transports pour amener les enfants. Bon, bref, c'est pas rien. La fabrication des documents pédagogiques pour les nouveaux instituteurs, etc. Mais justement, on pourrait tout à fait l'imaginer dans le cadre des musées, bien sûr. Après, voilà, ce sont des choix. Après, quand même, sur les dispositifs d'éducation à l'image, il y a une base de volontariat des enseignants, ce pas des programmes qui sont obligatoires. Donc, finalement, les visites au musée, j'ai le sentiment qu'elles sont peut-être plus facilement proposées volontairement par les enseignants au fil de l'année, sans forcément s'inscrire dans un dispositif très cadré. Il y a une sorte de crainte des enseignants face au cinéma de ne pas savoir faire. Alors, c'est pour ça que dans les dispositifs d'éducation à l'image, souvent il y a des journées de formation qui sont proposées aux enseignants. J'ai l'impression que pour les visites au musée, ils sont plus facilement recours au service d'action culturelle pour organiser les visites. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un dans la salle peut intervenir peut-être avant qu'on clôture cette journée?
suis pas tout à fait sûr d'avoir compris. Je me demandais en fait, du coup, les différents groupes sont amenés à faire leur sélection et du coup à présenter lors du jour de la restitution un peu ce qui a guidé leur choix. Et je me demandais si, est-ce que ces groupes sont amenés aussi à travailler en commun? Est-ce que c'est un enjeu pour vous qui est important, c'est d'essayer de faire un espèce de mélange entre les différents types de contextes dont viennent ces différents groupes? Je sais pas si je suis très clair. Je comprends bien. Est-ce que les groupes se mélangent, c'est ça? Est-ce que. Non, ok. Et ça, c'est un non, je vais répondre. Alors, l'idée, c'est en effet que, bien sûr, qu'ils puissent partager leur expérience ensemble. Après, il y a des histoires pratiques très complexes. C'est vrai que sur un hôpital psy, il y a des horaires, sur un lycée, il y a des horaires. Ils ne sont pas forcément exactement dans la même ville, hein, parce que c'était développé sur la région de PACA. Donc la façon de les faire se rencontrer, c'était la visite de l'expo. Voilà. Là, on calait une date en commun, ce qui était déjà très difficile à faire. Mais ça, c'était fait de manière à ce qu'ils puissent se rencontrer et voilà, échanger aussi autour des œuvres qu'ils voyaient, qui pouvaient rentrer aussi en résonance justement avec des films qu'ils avaient déjà vus, puisque l'expo est en voir en général quand les ateliers sont déjà commencés. Et puis la deuxième date, c'est le jour J de présentation. Les groupes sont tenus de rester aux présentations des autres aussi. Hein. Donc dans ce cadre-là, ils se rencontrent aussi pour justement voir ce que les autres ont fait, comment ils ont travaillé, etc. Je ne sais pas si ça répond à votre question.